Bonjour, je vous remercie de me rejoindre pour la dernière partie de la vidéo concernant la mesure de la performance environnementale à travers les indicateurs et les tableaux de bord. Je précise aussi que ces indicateurs et ces tableaux de bord peuvent tout à fait être utilisés dans une démarche autre que celle de l'environnement, donc à savoir la qualité, la santé et la sécurité au travail. Et nous en sommes à l'étape 5, et il s'agit donc de savoir comment élaborer un tableau de bord. Donc le but du tableau de bord, c'est de mettre en évidence des actions qui s'imposent pour atteindre des objectifs, améliorer les processus. Donc c'est un outil de pilotage pour la direction de l'organisme notamment, et puis pour tout l'encadrement. Et c'est auprès de la personne à qui s'adresse ce tableau de bord, donc il convient donc de s'enquérir des indicateurs qu'elle souhaite voir apparaître dans son tableau de bord en fonction de ses objectifs, notamment quand on fonctionne sous forme de processus. Donc il faut simplifier la présentation des indicateurs, et, donc, donc, comme par exemple l'utilisation de courbes ou de schémas, et la représentation du nombre d'indicateurs ne doit pas être trop important, donc c'est pour éviter une surcharge du tableau de bord, voilà, et garder ceux qui sont vraiment opérationnels. Donc le jeu de couleurs peut aussi être utilisé pour mettre en évidence les changements d'état, les tendances et les positions par rapport à un seuil. Ce tableau de bord peut reprendre directement des indicateurs ou combiner plusieurs indicateurs pour présenter l'information comme souhaité, notamment l'agrégation de plusieurs indicateurs. Les informations présentées doivent être validées par le client des indicateurs et les tableaux de bord, bien évidemment. Par ailleurs, c'est important de prendre en considération le public visé par les tableaux de bord afin que ceux-ci puissent comprendre quand ils lisent et quand ils voient les résultats affichés. Donc il faut que le tableau de bord soit compréhensible pour ses lecteurs. Par exemple, le choix de la représentation de l'indicateur sous forme de radar risque d'être plus difficile à interpréter pour le grand public. Voilà. Alors je vais vous présenter un scénario qui va permettre justement de comprendre normalement de tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur les différentes étapes de ce sujet sous forme de vidéo. Et on va prendre pour exemple une entreprise de déshydratation de luzerne et de pulpe de betterave qui emploie 40 personnes avec 10 cadres. Cette entreprise, c'est une ICPE, donc une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. Et elle assure la collecte, la déshydratation, le conditionnement et le stockage de luzerne et de pulpe de betterave destinée à l'alimentation animale. Donc pour cela, on utilise des fours spécifiques appelés sécheurs qui provoquent l'évaporation de l'eau présente dans le fourrage. Donc ces fours fonctionnent soit au gaz, soit au charbon, soit au fioul. Et donc du coup, on va présenter les aspects environnementaux, donc un impact sur l'environnement. Donc c'est les principaux rejets de l'entreprise se font dans l'air, et ce sont essentiellement des gaz de combustion de type NOx, SOx, CO2 et des COV sous forme de poussière aussi, c'est-à-dire des résidus de charbon et de matière organique, et de la vapeur d'eau. Donc les impacts de ces rejets, dont principalement les poussières sont des dépôts sur le terrain avoisinant, et l'inhalation de ces poussières par les êtres vivants et la population, puisque nous sommes en milieu urbain. Donc ce dernier cas peut se révéler le plus dangereux pour les personnes sensibles, telles que les enfants, les personnes âgées, les personnes avec des problèmes respiratoires. Alors cette entreprise, elle a mis en place un système de cotation binaire, pour savoir si oui ou non elle respecte les limites fixées par la loi. En l'occurrence, ce sont les critères principaux d'évaluation et la maîtrise des émissions atmosphériques pour être en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment avec son arrêté préfectoral. Donc pour ça, elle fait réaliser par un organisme agréé 5 relevés de poussière par an et 3 relevés de gaz par an. Donc les données de ces relevés servent à établir les indicateurs environnementaux. Alors dans la création de ces indicateurs, on avait vu qu'il y avait besoin de définir le champ de la mesure. Donc, dans ce cas de figure et sur cet exemple, c'était la mission concernée consiste à obtenir des mesures de rejet atmosphérique. Les objectifs définis sont de respecter la réglementation en vigueur. Les priorités sont de résoudre les problèmes de rejet au plus vite. Et le processus, il est nécessaire d'améliorer le système de filtration des rejets. Ainsi, le champ de mesure entre dans le cadre des rejets atmosphériques où les limites correspondent à des seuils à respecter. Donc ça, c'est une manière de définir le champ de la mesure. Ensuite, il faut définir les objectifs. Pour cet indicateur, ça sera le résultat que l'on recherche à atteindre, c'est de respecter les seuils réglementaires, c'est-à-dire que les émissions soient inférieures à ces seuils, bien sûr. Donc les buts d'amélioration consistent à réduire les rejets atmosphériques, et l'objectif c'est de réduire les rejets dans l'air, de façon à respecter les seuils réglementaires.
Ensuite, donc une fois qu'on a défini donc le champ de la mesure et les objectifs, on va définir donc les critères, les paramètres des indicateurs. Donc les critères de cet objectif donc, sont oui, je respecte la réglementation car je suis sous le seuil réglementaire. Non, je ne respecte pas la réglementation car je dépasse le seuil réglementaire. Ça peut être le cas de l'alerte aussi, je me rapproche dangereusement du seuil. Et puis on reprend les données des relevés de poussière de gaz qui vont quantifier ces critères. Donc avec ces données, on obtient les paramètres donc, qui sont le nombre de fois qu'on respecte la réglementation et le nombre de fois qu'on ne respecte pas la réglementation. Voilà. Donc ça c'était pour vous indiquer les critères, les paramètres des indicateurs qu'on peut utiliser. Ensuite, donc, il y a la notion de format et de seuil des indicateurs. Donc, ce format donc, correspond aux indicateurs, qui est le ratio, car les indicateurs qui font suivent sont mesurés en kg/h ou en milligrammes normomètre cube. Donc, la mesure de la consommation moyenne en poussière dans l'air rejeté, donc selon la chaîne de traitement des fourrages, donc, et selon le mode de combustible utilisé. Ensuite, il y a la mesure du flux horaire des rejets en NOx, donc selon le type de combustible. Donc l'objectif est à atteindre peut amener à définir des seuils pour les indicateurs. Donc en l'occurrence, ici, les seuils à atteindre sont de 200 mg normomètre cube pour la concentration moyenne des poussières rejetées et 12 kHz donc pour les flux horaires de rejet en NOx. Donc ça, c'est une manière de décrire les choses donc pour savoir comment on détermine le format et les seuils des indicateurs qui sont associés à des exigences réglementaires, bien évidemment. Ensuite, une fois qu'on a défini le champ de la mesure, les objectifs, les critères et paramètres des indicateurs et les formats et seuils des indicateurs, donc il faut déterminer l'effet valorisé. Et les deux indicateurs précédents correspondent à un effet quantitatif, donc dans la mesure où ils prennent la valeur numérique qui traduit une intensité de charge environnementale. Alors la représentation et le suivi peut se faire sous forme notamment de graphes. On va retrouver la concentration moyenne en poussière dans l'air rejetée dans la chaîne de traitement de fourrage et selon le mode de combustible utilisé. On va à la lecture de ce graphe, de ce graphique, on retient que la concentration en poussière dépasse plusieurs fois le seuil réglementaire et l'entreprise a mis en place un programme de remplacement du système de filtration pour diminuer les rejets de poussière. Le deuxième cas qui représente l'indicateur de mesure de flux horaire des rejets de NOx par rapport au type de combustible. Là on peut voir dans la mesure où aucun des flux horaires n'est supérieur au seuil, il est nécessaire d'engager un programme d'amélioration. Les ICE sont définis par l'épaisseur de dépôt de poussière aux alentours de l'usine. Pour la concentration d'un produit spécifique dans l'air ambiant, on va avoir un IPM qui sera par exemple un nombre d'actions de formation et d'information du personnel pour pouvoir mieux piloter l'installation. Et puis on peut avoir aussi un IPO, donc une quantité de lixivia contenue dans les bassins de décantation. Alors suite à cette représentation graphique, on peut reprendre dans un tableau de bord qui est représenté avec les étapes depuis les aspects environnementaux jusqu'à la réalisation de l'objectif. On va retrouver dans des colonnes notamment la date, l'aspect environnemental concerné, l'impact environnemental, les objectifs. Ensuite, on va voir l'indicateur, la mesure adoptée, le résultat obtenu et la réalisation des objectifs. Alors pour le premier cas, on parlait d'aspect environnemental qui était rejet de poussière. Donc on avait en impact un dépôt de poussière, en objectif notamment réglementaire une valeur inférieure à 200 mg par normomètre cube, un indicateur qui est la concentration de poussière, une mesure adoptée qui est l'installation de filtres, des résultats obtenus qui est la diminution de rejet et la réalisation de l'objectif. Donc ce sera la réponse oui ou non, j'ai atteint ou pas. Pour le deuxième cas, des aspects environnementaux, c'est le rejet de NOx, avec un impact qui est la pollution atmosphérique, un objectif réglementaire notamment qui est un rejet inférieur à 12 kg/h, un indicateur qui est le flux horaire de rejet de NOx selon le combustible,
avec une mesure adoptée qui est le changement de combustible, donc et un résultat obtenu, donc qui est une utilisation préférable du fioul, donc là c'est bien identifié, on peut dire qu'on a atteint l'objectif. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi sur ces 5 étapes donc, pour ce sujet sur les indicateurs et les tableaux de bord. Je vous engage à nous rejoindre donc, sur le blog, le Twitter ou le Facebook Engacha, donc on répondra à vos questions, donc si vous laissez des commentaires. À bientôt, merci.